D'abord, merci pour l'organisation de cet événement et je vais vous présenter donc certains résultats d'une recherche diplômante que j'ai effectuée en 2016 en sociologie politique, donc une communication placée sous le signe des sciences sociales. Et donc cette recherche diplômante avait pour but d'appréhender en fait comment s'exprime la mémoire d'une usine suite à sa fermeture à travers l'exemple de la manufacture d'armes de Châtellerault. Alors pourquoi ce sujet ? D'abord un intérêt personnel par mon attachement familial à Châtellerault, à la manufacture, et le constat personnel qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui se faisaient autour d'une usine qui, 50 ans après sa fermeture, semblait toujours vivante dans l'espace public en termes de réhabilitation de la friche, d'événements culturels, de références à la manufacture dans la presse. Voilà. Pourquoi autant de choses ? J'ai essayé de transformer un petit peu cet intérêt personnel en intérêt scientifique. D'autant plus que les dynamiques mémorielles en sociologie sont un objet d'étude assez intéressant qu'on peut appréhender suivant deux échelles. La première échelle consiste en fait à observer la mémoire collective à l'échelle des groupes sociaux, donc les groupes sociaux familiaux, professionnels, résidentiels. Et donc en fait, un groupe social va localiser ses souvenirs à l'aide de points de repère. Les points de repère, peut être l'espace, les lieux, le partage d'expériences en commun, et qui vont être autant de moyens de fixer le souvenir et de le transmettre. Et donc, la mémoire collective au sein des groupes sociaux, en fait, va reconstruire le passé en permanence dans le présent. Je vais illustrer cela avec un exemple assez bête pour éviter d'être trop hors sol, mais mettons qu'un touriste soit venu à Châtellerault il y a 10 ans, qu'il passe devant la manufacture, qu'il y reste un peu, qu'il parte et qu'il ne revienne jamais à Châtellerault. Il y a fort à parier qu'aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose dans ses souvenirs de son passage. Un manuchard qui a travaillé à la manufacture, qui continue de vivre à Châteauneuf, qui va passer tous les jours devant les bâtiments qui sont encore présents dans la ville, qui va au marché rediscuter, refaçonner ses souvenirs avec les anciens collègues, là par contre, on a fort à parier que la mémoire collective, il y aura toutes les conditions réunies pour qu'elle se perpétue. Donc il va y avoir en fait des référents communs, partagés par la plupart des manuchards, donc les horaires, les images des vélos qui déboulent à l'embauche, ce genre de choses. Et après, cette mémoire collective va être modulée tout simplement suivant les trajectoires personnelles, professionnelles, suivant que la personne est restée ou non à Châtellerault. Voilà, en fait, suivant l'atelier, la période d'exercice. Et en fait, c'est vraiment la superposition des sphères de sociabilité, amicale, professionnelle, résidentielle. Et pour reprendre les termes de Michel Véret au sujet de la mémoire ouvrière, c'est vraiment la continuité d'existence qui fournit les conditions pour que la mémoire collective se perpétue. Donc là, on a une première échelle de mémoire qui est celle des groupes sociaux. Un second niveau d'analyse qu'on peut retenir s'intéresse davantage aux usages du passé, donc pour reprendre les travaux de Marie-Claire Lavarbe. Ces usages du passé, eux, ils vont être assez intéressants pour voir comment se perpétuent des symboles, des identités collectives. On va être dans une optique qui est plus par le haut. On va voir comment des organisations, des pouvoirs publics, l'État, la région, les municipalités, ou aussi des organisations politiques ou syndicales, vont dire le territoire et vont dire le passé dans l'espace public. Donc cette optique par le haut permet notamment de comprendre l'attitude des villes face à leur passé. Certaines villes vont choisir de valoriser leur savoir-faire industriel, la tradition industrielle d'un territoire, ou la gommer pour changer d'identité. Et donc des travaux ont par exemple montré dans la Lorraine industrielle comment des municipalités pouvaient se fonder une identité en effectuant des renvois à une culture populaire, un monde ouvrier mystifié, et que ça se traduisait concrètement en termes de dispositifs de politique publique par des fonds débloqués pour sauvegarder le patrimoine, par la création de services d'archives, des fêtes folkloriques pour mettre en œuvre ce retour en arrière. Ce qui est intéressant en fait avec ces deux échelles, c'est de voir comment ces deux échelles s'imbriquent à l'échelle d'un territoire dans un espace de mémoire. Ça a notamment été déjà étudié pour la manufacture d'armes de Saint-Étienne, qui a fait l'objet d'un conflit mémoriel en 2004 et en 2005 autour de la patrimonialisation de l'ensemble bâti. Donc pendant cette patrimonialisation de l'ensemble bâti, il y a tout un ensemble d'acteurs qui sont intervenus pour dire le passé, l'État avec les services déconcentrés, la municipalité, le tissu associatif, les producteurs de travaux savants en tout genre, et chacun de ces groupes sociaux
portaient une conception du passé qui pouvait se rejoindre, mais qui pouvait aussi être différente. Et donc le cadrage qui l'a emporté, c'était principalement celui de la municipalité, qui avait des ambitions culturelles pour le site, faire une reconversion culturelle aussi dans un choix identitaire, et la mémoire ouvrière et sociale s'était un peu exprimée en réaction par un attachement à une expérience commune qui contrastait un petit peu avec le dire du territoire qui était celui des institutions. Ce qui s'est passé à Saint-Étienne, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est vraiment la démarche que j'ai essayé d'avoir dans ma recherche diplômante. Et j'ai donc essayé de décrire les différents rapports au passé qu'il y a eu à Châtellerault depuis la fermeture. Donc j'ai réalisé un travail monographique pendant 8 mois, avec principalement une complémentarité de sources qualitatives, donc travail sur archives, entretien semi-directif et exploitation secondaire de données à partir de l'inventaire des mémoires ouvrières qui avait été réalisé par la région Poitou-Charentes en 2008. Donc je vais essayer de vous présenter les différentes configurations. La première, qu'on peut qualifier de temps des friches, sans institution du travail de mémoire, qui intervient juste après la fermeture. La fermeture de la manufacture, elle est vécue comme un traumatisme affectif, de par son enracinement historique dans la ville, mais en soi, elle n'a pas entraîné de drame social. Le contexte de la fermeture à Châtellerault n'est pas celui d'un démantèlement de toute l'industrie châtelleraultaise, et l'on n'assiste pas à une explosion du chômage sur le territoire. Donc du côté des pouvoirs publics, la progression de la zone industrielle, en dépit de la fermeture, permet quand même d'envisager l'avenir avec optimisme. Et de 1958 à 1968, la ville s'est lancée dans une politique d'attractivité du territoire en accueillant différents établissements qui pouvaient bénéficier d'aide à la décentralisation. Et donc, durant cette décennie, c'est 4000 emplois créés et 20 usines nouvelles. Donc, la fermeture ne s'inscrit pas dans la vague de désindustrialisation massive qui frappera la France les décennies suivantes. Donc, aucun travail de mémoire. Dans l'immédiat post-Manu, on est dans le cas d'une ruine contrôlée. Pas de destruction de bâtiments, comme ça a pu être le cas des décennies plus tard avec les usines Renault de l'île Seguin, ou le fait que les bâtiments et la politique de la table rase soit de raser les bâtiments dans la foulée de la fermeture avait tout de suite entraîné un travail mémoriel intense de la part des ouvriers syndicalistes qui s'étaient mobilisés autour de films, d'expositions photos, de publications pour ne pas oublier. À Châtellerault, au contraire, pas de création d'associations pour défendre la mémoire du site et les stratégies syndicales dans l'immédiat, n'ont pas voulu faire émerger de causes mémorielles, puisque ce qui était le plus important, c'était avant tout de défendre les droits et les indemnités qui avaient été attribués aux travailleurs. Et dans ce sens, il y avait eu un intense travail avec le ministère des Armées, allant dans ce sens les années suivant la fermeture, et une activité syndicale, mais qui ne s'orientait pas forcément vers la mémoire. Donc, comme je vous le présentais au début avec les cadres sociaux de la mémoire et la mémoire collective, étant donné que bon nombre de manuchards sont quand même restés et ont été réemployés dans le tissu productif châtelleraudais, on peut présumer que la mémoire a, dans un premier temps, essentiellement continué de se maintenir dans les groupes sociaux des manuchards présents sur le territoire. Donc ensuite, il va y avoir une deuxième configuration dans les années 80-90, avec une conjonction de facteurs en fait, qui va entraîner un début d'engouement mémorial autour de la manufacture, avec une mobilisation qui va viser la reconnaissance culturelle de l'usine, où vont s'agréger plein d'acteurs différents, des militants associatifs, des ouvriers syndicalistes, des universitaires, des animateurs socioculturels, la DRAC, les collectivités. Et donc, cette mobilisation résulte de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que dans ces années-là, il y a un fort intérêt naissant autour de la question du patrimoine de l'industrie, lié à des évolutions macroéconomiques et macro-sociologiques telles que la désindustrialisation, et qui entraîne la création au sein du ministère de la Culture de cellules et des fonds pour dresser l'inventaire de l'industrie. Et donc des fonds sont alloués sur les thématiques, et donc ça fournit aussi des fenêtres d'opportunité pour valoriser le patrimoine industriel. Et donc, cette désindustrialisation aussi entraîne une prise de conscience du côté des milieux associatifs, notamment à Châtellerault, avec la MJC des Renardières, qui se demande pourquoi, je cite, focaliser la conservation du patrimoine sur le monde traditionnel rural, il y a une mauvaise connaissance du milieu urbain et ouvrier.
Donc la sphère associative commence à proposer des projets à Châtellerault, et le dernier facteur aussi qui explique cette mobilisation mémorielle, c'est aussi le contexte d'une ville qui passe à gauche en 1984 avec Édith Cresson et la dynamique autour de l'image ouvrière de la ville, dont la manufacture est le support, se réenclenche. Et des élus de l'époque, des élus communistes tels que Paul Fromonteil, vont pousser dans le sens de la réhabilitation et aussi rappeler le combat contre les fermetures et les mémoires syndicales, avec une rhétorique du « il ne faut pas que ça se reproduise », alors même que les usines héritières de la manufacture commencent à connaître certaines difficultés dans ces années-là. Donc, avec tous ces facteurs, ça va être le début des grandes réhabilitations. Et d'une manière générale, ces grandes réhabilitations sont assez intéressantes pour, comme je le disais, analyser l'attitude des villes face à leur passé. Si on prend par exemple à Angers, pour avoir un petit exemple comparatif, l'agglomération angevine, très rapidement, a eu tendance à vouloir effacer les témoins de son industrie, qui ne correspondaient pas à l'identité locale que les élus voulaient forcément promouvoir. Et donc la démolition des cheminées et leur mise en scène, notamment dans la presse, devait constituer un symbole fort de rupture. À Châtellerault, pas du tout, au contraire, il y a même des fonds qui sont alloués et débloqués pour la réhabilitation des cheminées dans les années 90. Et à Châtellerault, ces cheminées retapées apparaissent véritablement comme des marques identitaires positives. Et donc la municipalité va commencer essentiellement à insister sur la mise en valeur du site à travers des initiatives culturelles, et on est dans une période avec un lien qui est clairement réaffirmé, qui existait mais qui est réaffirmé entre l'identité châtelleraudaise et la manufacture. Et donc ça nous amène à une dernière configuration qui est donc celle de la réaffectation culturelle et de la perte de la mémoire vivante. Donc à force de mobilisation et de réaffectation, c'est le grand réveil de la Manu dans les années 90, et on observe tout un tas de célébrations hétéroclites autour du site, notamment pour les 100 ans de la cheminée, où, je cite, « les 38 000 châtelleraudais et plus instamment encore les anciens travailleurs de l'État sont invités à faire le cercle autour de la grande cheminée de la manufacture d'armes ». Comme pour la manufacture de Saint-Étienne, il y a vraiment une volonté de la part des pouvoirs publics que le site soit maintenant approprié par l'ensemble de la population. Ce qui transparaît dans les propos de Joël Tondusson, donc le maire qui a succédé à Édith Cresson de 1997 à 2009, et qui déclare, je cite, que l'avenir consiste bien à créer un lieu animé où puissent se retrouver plusieurs types de populations et des gens de tous âges. La Manu, c'est plus uniquement celle de tous les manuchards, c'est aussi celle de tous les châtelleraudais, ce qui reflète aussi les évolutions dans la structure de la population intervenues dans la manufacture depuis la manufacture, et dans la mesure où il y a de moins en moins de manuchards présents sur le territoire. Et donc pour que cette manufacture soit appropriée par l'ensemble de la population, les restes industriels à Châtellerault s'inscrivent bien dans une optique de développement local par la culture. Donc je cite toujours Joël Tondusson, « L'avenir du site concerne non seulement un site majeur de l'agglomération, mais aussi toute sa politique culturelle. » Donc la mémoire, ce n'est plus uniquement celle de tous ces ouvriers, c'est aussi utilisé comme un outil de développement local, et les différents projets qui vont y voir le jour dans le Châtelleraudais vont avoir aussi pour conséquence de rendre hommage à une usine qui a longtemps été support du savoir-faire local, ayant contribué à l'essor du tissu économique. Et cela est énoncé en même temps que le tissu industriel châtelleraudais commence à connaître de sérieuses difficultés, et que ce savoir-faire est mis à mal dans les années, à la fin des années 2000. Donc de 2008 à 2011, avec la crise, 1300 emplois supprimés, 48 entreprises fermées. Et donc il peut y avoir des tensions entre les différents registres mémoriels, entre les savoir-faire et la réalité qui est celle des fermetures d'usines. Et David Piot, qui est un ethnologue qui avait analysé les différentes fonctions symboliques de la main jaune, feu la main jaune, donc, qui était sur le rond-point du Pilat, pas loin de l'autoroute, et qui relevait, je cite, que la multiplication de projets culturels visant à la valorisation de l'histoire ouvrière de la ville, la revitalisation organisée par la municipalité, le conseil régional, les travailleurs sociaux ont une fonction politique indirecte d'atténuation des affects liés à la destruction du tissu ouvrier. Et paradoxalement, on observe aussi dans la même période de ces explosions culturelles une sorte de dilution mémorielle de la mémoire vivante, et donc il y a
mémoire vivante qui repose, comme je l'avais dit, sur la face cachée de l'atelier, les différents savoir-faire, le rappel de l'organisation du travail, les lieux, les sociabilités, et donc une sorte de mémoire pratique qui là va entraîner de nouveaux types de mobilisation autour de la défense de la mémoire immatérielle, avec des projets de la MJC des Renardières et aussi de la région qui entreprend un travail de paroles ouvrières et des paroles de Manu Char, et aussi des associations qui se créent pour défendre cette mémoire sociale, comme l'association Manu Châtel qui avait été créée en 2015-2016. Et donc pour conclure, ce que j'avais essayé de montrer, un exemple d'archive, mais ce que j'avais essayé de montrer assez modestement dans cette mémoire de master, c'est qu'en fait les rapports locaux à un passé ouvrier local, ils sont évolutifs. Donc là, on voit bien qu'il y a de l'après-fermeture qui fait l'objet d'aucune institution de mémoire, va succéder un temps de mobilisation dans les années 80, et après un temps de questionnement sur qu'est-ce qu'on fait de la mémoire vivante. Et donc chacun de ces temps, ça résulte de processus multiples. Donc les pouvoirs publics et la société civile peuvent avoir des rapports à l'ancienne usine qui varient, en y voyant un outil de développement local, de culture, un symbole de lutte politique, une ère pratique de souvenirs telle qu'elle subsiste dans la mémoire des anciens ouvriers. Et donc c'est dans cet espace de mémoire, dans un territoire, qui peut être parfois conflictuel en raison des questions de modalités de médiation de la mémoire ouvrière, qu'on peut en fait observer des rapports entre des groupes sociaux et des institutions. Donc j'ai essayé d'être assez succinct, mais pour un détail chronologique de toutes ces manifestations culturelles, l'évolution de ces configurations, je vous invite à consulter mon mémoire de recherche qui est disponible sur Internet, et je vous remercie de votre écoute.